Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des Grandes Unes, la première édition de la semaine. La nouvelle expression parle du Social Democratic Front ce matin. Je suis aussi en mauvaise posture. C'est le titre proposé par le tabloïd. Mais le journal explique que la demande d'exclusion du premier vice-président du Social Democratic Front a été jugée recevable et confiée à la cellule juridique du parti pour examen au fond. C'est en page 3 du journal. On parle également du carburant avec 14 000 litres saisis. C'est d'ailleurs le résultat d'une vaste opération menée dans le village Banja, dans le Honkam, c'est en page 5 également. Et dans les colonnes du journal aussi, on parle de vaccination avec la psychose à Bafan, une rumeur sur le décès d'un enfant qui serait donc mort après avoir reçu le vaccin a provoqué une débandade. Tout cela, on découvre en page 2 et on s'intéresse à la vie à Douala, la vie plus chère. Le constat est fait par un rapport de l'Institut national de la statistique. C'est ce qu'on découvre en page 6 également. Parlant d'éducation, des instituteurs en colère également ce matin, les ex-maîtres des parents ont d'ailleurs craché du venin à Yaoundé, c'est ce que le journal nous apprend en page 5 ce matin. Toujours dans la presse, il y a l'œil du Sahel qui parle notamment de la CAN 2021, les retards de Prime Potomac inquiètent moins les combis, et puis toujours dans le même journal, on parle politique avec Avaye Guézibril qui renonce donc aux états généraux du RDPC dans le Grand Nord, c'est ce que le journal propose, et on parle également du Lamida de Garoua. Le successeur d'Alim Mayatou sera connu ce jour. C'est également l'autre information contenue en page 6 du journal. L'œil du ciel en kiosque ce matin. Le messager parle également de Joshua aussi. Je n'ai pas claqué la porte du NEC. C'est ce que le journal propose. C'est à lire en page 3. Le même journal parle également de Gaston Kellman. Ce que je pense de la France-Afrique. Également dossier à lire de la page 6 à la page 7. Et on parle également de l'affaire Kana Bois. Comment Sirius Ngo dribble notamment la justice. C'est l'information contenue en page 2 du journal Le Messager. Mutation parle donc du Cameroun avec notamment la gouvernance des tax force, ce que le journal propose en page 9. Aussi l'information contenue dans le numéro de ce matin qui parle également du Social Democratic Front. Le cas aussi au département juridique, c'est dans le journal ce matin également, ces mutations. Et puis Émergence parle des marchés Covid-19, polémique autour des contrats de près de 7,5 milliards de francs CFA. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal a d'autres informations parlant du Cameroun avec le règne du trafic des faux tests PCR. Et là, on découvre également dans le journal, on parle des communes de Ndélélé. Le maire et le receveur municipal donc valident les comptes 2020. C'est dans le numéro contenu dans le journal Émergence de ce matin également. On parle du Cameroun avec le procès de la justice camerounaise, toujours dans Émergence. Et puis le journal Indépendant parle de scandale des fonds Covid, l'impossible enquête. C'est le titre proposé par le journal. Le même journal parle également de l'évaluation sécuritaire. La situation est sous contrôle. Apprend-on en page 4 du journal L'Indépendant. Et on s'intéresse également à la task force. Pour qui sonnera donc le glas? C'est une question que se pose le journal ce matin. Le même journal parle également de l'Afrique francophone, d'évolution dynastique du pouvoir. C'est dans le dossier de la page 5 à la page 6. Également, le journal est donc disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour qui parle de l'éducation. Comment les frais d'APEE sont donc détournés. C'est un article à lire dans le journal ce matin, le quotidien Le Jour, qui s'intéresse également à d'autres sujets d'actualité. Je vous invite à faire le tour également. Et puis, le soir hebdomadaire parle de task force anti-Covid-19. Les lobbies déstabilisateurs créent donc l'amalgame, c'est dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal a d'autres informations parlant du recrutement des IEMP avec le gouvernement camerounais qui compte donc sur le job posting. Ce sont là quelques informations à lire. Et une question également parlant notamment de cette élection à la mairie de Banganté. Que se passe-t-il donc réellement? C'est une question. La réponse est à lire également dans le journal le soir hebdomadaire de ce matin. Le financier d'Afrique qui en kiosque parle d'éthique, des technologies d'information et de la communication avec les ravages de la cybercriminalité au Cameroun. Un autre dossier que je vous invite à parcourir ce matin, le journal parle également de l'Afrique centrale avec la Consumaf enquête notamment de partenaires techniques pour la mobilisation du marché financier. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de ce jour. Et puis le journal Intégration parle de Mbanga Pongo, vieille plaie, nouvelle blessure, à lire dans le dossier proposé par le numéro de ce matin qui reparle de ce même dossier que l'on sait depuis plusieurs années également. Et ce qui devait être fait, la stèle qui
devait être donc construite de ce côté-là. Et la route aussi, tout cela, ces éléments ne sont pas respectés, selon bien sûr le journal Intégration, qui propose tout un dossier en faisant ce rappel de mémoire. Le journal est disponible en kiosque. Entrepreneur parle également d'Ongola Gérard avec une question. Quand le Ndongamantoum parle notamment au Cameroun, c'est à lire dans le journal ce matin également, qui s'intéresse également à d'autres actualités. Je vous invite à faire un tour. Aussi, tout comme le journal L'Équation, qui est en kiosque, qui parle de Joseph Betty Assomon, parlant de sécurité au Cameroun. Betty Assomon dresse donc le bilan des 5 derniers mois dans notre pays. C'est à lire dans le journal, qui parle également de la commune de Logone-Barny, aussi avec les grandes orientations de développement du maire Bakar Brahim. Autant d'informations à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin également. Le journal L'économie parle donc d'évaluation avec ses contraintes donc à l'exécution des projets routiers. C'est un dossier que je vous invite également à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. On parle des marchés financiers avec le Cameroun qui va donc émettre donc un nouvel emprunt sur 10 ans ce mois de mai. C'est le journal qui nous propose également le sujet ce matin. Cameroun Tribune disponible en kiosque parle de la situation au Tchad. Paul Biya, consulté, c'est le journal qui le dit également. Et avec d'autres informations aussi. L'autre journal disponible en kiosque ce matin, c'est Confidentiel qui parle de succession à la tête de la mairie de Banganté. Le RDPC face à ses responsabilités. C'est ce que le journal propose également ce matin. En parcourant l'article, on apprend que le plébiscité par ses pairs, conformément aux directives du président national du RDPC, notamment du secrétaire des circulaires d'application, notamment du secrétaire général du comité central du RDPC. On apprend d'ailleurs qu'il y a bien de formations également qui ne sont pas respectées, et surtout avec le silence assourdissant même de Jean Koueté, qui est également interrogé à la suite de tout cela. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. On parle aussi du Covid-Gate avec des questions qui subsistent donc au sujet de la task force également en page 8 ou 27 de ce matin. Le journal est en kiosque aussi, c'est confidentiel. Des informations que vous aurez à lire si vous faites un tour en kiosque avec Bernard Batana qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Niopé. Je dis un bonjour particulier au club presse de Ndik Village avec lequel j'ai passé un très bon week-end. Et je n'oublie pas de dire Good Morning Nord-Ouest, Good Morning South-Ouest. Merci. It's a pleasure. Bienvenue ce matin également. Bonjour Thierry Niopin. Bonjour. Vous êtes un très grand... Pardon? Vous étiez en train de parler? Non, je vous disais bonjour et je vous souhaitais la bienvenue. Déjà merci, c'est vrai que c'est avec le cœur meurtri que je suis là ce matin, mais tout en espérant que nous serons à la hauteur des sujets qui seront posés sur la table pour qu'on en parle. Vu que Bernard a pratiquement défoncé Porto-Vert, je vais également m'y engouffrer pour saluer un fidèle téléspectateur justement de la revue des grandes unes et surtout des plateaux de télévision, le président du Parti Vert pour la démocratie au Cameroun, le docteur ingénieur Justin Mefogoum, qui malheureusement a déserté les plateaux à cause de quelques ennuis de santé, mais il annonce quand même son grand retour pour très bientôt. Alors il m'a demandé de vous saluer et de vous faire savoir qu'il est très à l'écoute. En tout cas, on le comprend avec bien d'autres téléspectateurs. Bonjour, ils sont d'ailleurs président. nombreux. Vous n'allez pas stigmatiser les uns les autres aussi parce qu'ils sont nombreux à regarder et à suivre ce programme davantage. Et là, la nouvelle expression revient sur le sujet du Social Democratic Front avec Joshua aussi en mauvaise posture. C'est le titre proposé par le journal La Nouvelle Expression. Et le quotidien Le Messager propose également à sa grande une ce matin. Joshua aussi, je n'ai pas claqué la porte du NEC. Oui, mais c'est ce que nous disions ici. Il n'a jamais été question pour Joshua aussi de claquer la porte du NEC. Il s'agit, je l'ai toujours dit, des querelles, des batailles à fleuret moucheté entre deux barons du parti, justement, qui savent que le fondateur, le chairman de cette formation politique, Lani John Fundi, est pratiquement, lui-même avait annoncé sa sortie. Donc, par rapport à ce poste de chairman, justement, il y a quelques batailles de positionnement qui ont cours dans cette formation politique-là. Et je vous rappelle que Joshua aussi reste et demeure le premier à être susceptiblement
ou le premier à remplacer Ni John Fundi au cas où le poste sera vacant, parce qu'il est d'abord premier vice-président de cette formation politique-là. Il a été candidat à la dernière élection présidentielle, donc ce qui ouvre la voie, bien sûr, à une succession toute tracée pour Joshua. Il se trouve malheureusement que c'est une place qui est plus ou moins revendiquée par l'aile dure des manifestations, de l'âme même du SDF. Vous vous rappelez que l'âme du SDF sont des revendications, ce sont des dénonciations, et cette aile est détenue, défendue, mordicus, par l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui d'ailleurs... Alors, il y a des titres ce matin, il y a le titre de la nouvelle expression « Joshua aussi en mauvaise posture » et le messager qui parle de « Je n'ai pas claqué la porte du NEC », c'est ce que dit d'ailleurs Joshua aussi. Oui, il n'a pas claqué la porte du NEC, on l'a dit ici, je le redis, il s'agit effectivement de cette bataille à fleuret-moucheté, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre deux pontes qui se rejettent des balles, mais on comprend. Maintenant, qu'il soit en mauvaise posture ou pas, le dossier a été le dossier de la session régionale du SDF pour le littoral a été jugé recevable au niveau du NEC. Et maintenant, oui, la balle est maintenant entre les mains du conseil juridique du NEC, qui pourra prendre la décision qui peut-être nous dira si Joshua aussi a été exclu ou sera exclu des rangs du SDF, ou il sera mis en débat, ou il aura quelques sanctions que ce soit. Pour l'instant, je continue à croire que je n'attends pas grand-chose justement de cette décision-là, parce que il reste et demeure le militant du SDF au-delà de ses postures plus ou moins controversées. Le département juridique du parti va sans doute révéler ce qu'il faut à la suite de ce travail qui sera fait. Mais seulement à partir des titres de ce matin, il y a la nouvelle expression de messager, et notamment mutation, qui rappelle que le cas aussi est dans le département et désormais au département juridique du parti. Alors, il faut dire que lorsque nous venons ici, nous venons faire le commentaire des grandes unes. Et lorsque nous venons ici, nous adoptons la posture éditoriale. Posture éditoriale qui reflète ce que nous faisons au quotidien par rapport à tous nos journaux. Moi, je représente Camerbi, par exemple. Et là, je donne la posture éditoriale. Nous partons d'abord dans les faits. Les faits, c'est ce député de la nation, issu d'un parti politique qui s'appelle le SDF, qui s'est allié au député du parti politique d'en face, le RDPC, pour signer une pétition sur qui s'est allié aux autres partis pour une histoire citoyenne. Alors, il est reproché à Joshua aussi d'avoir pactisé avec l'ennemi. Mais nous disons qu'un adversaire politique n'est pas un ennemi personnel. Le RDPC, comme le MRC, n'est pas l'ennemi du SDF. C'est tous des partis de l'opposition, des partis qui concourent à l'expression de la démocratie dans ce pays. Et il y a des attitudes qu'il faut prendre, parce que justement, le SDF se présente comme le miroir de l'opposition au Cameroun. Nous pensons qu'une affaire comme telle-là, où le comité provincial du SDF demande la démission du vice-président du parti, je crois que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à votre question, l'affaire est remise à la cellule juridique. Mais ici, il s'agit d'une affaire politique. Donc, on veut donner une solution juridique à une affaire politique. Nous disons qu'on est bien parti. Ça c'est le début d'un feuilleton qui est appelé à durer longtemps. Le SDF n'avait pas besoin de tout cela, parce qu'il y a d'autres défis citoyens qui l'interpellent. Ici, vraiment, je crois que c'est une diversion qu'on est en train de faire dans ce parti-là. Et Thierry a parlé de querelles, des individus. Moi, je dis, où est le parti dans les querelles des individus? Nous pensons que
Lorsque tu adhères au sein d'un parti politique, c'est pour être le miroir d'un peuple qui demande mieux. Parce que vous êtes là pour le bien-être des populations. Je crois que les individus devaient s'oublier pour que le parti reste inoubliable. Alors, lorsqu'on adhère dans un parti politique, on respecte les principes du parti. Oui, maintenant, on est parti là, comme au RDPC. Entre les tests et le vote et l'adhésion populaire, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut respecter la discipline du parti. Bon, maintenant, est-ce que l'acte posé par le président du SDF, c'est un cadre, c'est un acte qui va contre l'honneur du parti, comme on dit? Ça reste une question. Le fait d'encourager une action citoyenne comme celle-là, est-ce que ça remet en question l'honneur du parti? Voilà la question à laquelle la cellule juridique doit répondre pour donner un verdict définitif à cette affaire. Très bien. Donc, il y a le quotidien, la Nouvelle Expression, et notamment qui parle de Joshua aussi en mauvaise posture. Et le Messager ce matin qui dit « Je n'ai pas claqué la porte du NEC ». C'est l'autre titre proposé par le journal Le Messager ce matin sur cette question. Et on rappelle quand même que c'est désormais une affaire qui est dans le département juridique du parti. On attend bien entendu le résultat de ce travail qui sera fait par cette cellule juridique du parti SDF dans quelques jours. Alors, autre chose, il y a l'Œil du Sahel ce matin qui parle de politique aussi avec Kavaye Gueye qui renonce aux états généraux du RDPC dans le Grand Nord. On se souvient, il y a 1 ou 2 semaines, toujours l'Œil du Sahel qui parlait et qui annonçait qu'il y avait une rencontre qui devait se tenir, initiée par le président de l'Assemblée nationale. Mais rappelez-vous que nous sommes dans un contexte assez particulier. Au-delà de tout ce qu'on peut dire comme crise, comme volonté de remise à flot une quelconque formation politique, à l'heure où nous parlons, je crois que même au niveau du RDPC, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Est-ce qu'on devrait favoriser les regroupements de personnes en temps de Covid? Vous savez effectivement que le gouvernement a sorti des directives selon lesquelles on ne doit pas réunir plus de 50 personnes dans un espace bien déterminé. Est-ce la raison pour laquelle l'honorable ou le très honorable, comme on l'appelle de manière triviale au sein du RDPC, Kavaye Gueye a décidé de surseoir à ces états généraux? Je ne pense pas beaucoup, mais toujours est-il que c'est une situation qui aurait quand même permis... Mais quand même rappelle ce matin que le président de l'Assemblée nationale ne reconnaît pas avoir signé un document annonçant ou invitant les militants à se retrouver. Voilà, je suis en train de le dire tout à l'heure. Donc, si on reste justement dans cette logique, je vous rappelle que le Grand Nord constitue en réalité un gros problème au niveau en fait, c'est même comme un caillou dans la chaussure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est l'une des parties du Cameroun où on vote le plus de Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est l'une des parties du pays où la population est pratiquement laissée à elle-même, abandonnée à elle-même. Le taux d'analphabétisation est l'un des plus élevés au Cameroun. L'accès aux infrastructures routières est une véritable gageure. En réalité, le Grand Nord continue à payer certainement le plus lourd tribut de cette adhésion au RDPC. Peut-être c'est la raison pour laquelle, et on a davantage stigmatisé beaucoup de pontes du régime et qui, rappelez-vous, lors de l'élection présidentielle, la dernière justement, on a vu l'honorable Kavaye Gueye voter pratiquement dans un habitacle assez pitoyable pour quelqu'un qui a passé presque 3 décennies à la tête de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors on se pose des questions. Qu'est-ce que ces élites du Grand Nord apportent de manière concrète aux populations? Et c'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes, notamment tapis dans les réseaux sociaux, ont voulu d'une manière ou d'une autre mettre ces derniers face à leurs responsabilités en les obligeant à aller vers la population, en les obligeant à parler ou à poser véritablement les problèmes de cette partie du pays sur la table. Je vous l'ai dit, c'est l'une des parties qui vote de plus de RDPC et c'est l'une des parties qui ne bénéficie malheureusement pas de la manne du gâteau national, comme on a
l'habitude le dit, d'ailleurs c'est l'œil du Sahel qui a l'habitude de présenter justement ce gâteau national qui devrait être divisé en fonction des régions, en fonction des localités, et le Grand Nord continue à payer, je crois, le plus lourd tribut. L'accès de ce côté assez difficile, l'analphabétisation également se pose avec, le problème d'analphabétisation se pose avec beaucoup d'acuité. Il en est des infrastructures, que ce soit hospitalières, donc sanitaires. En réalité, il y a beaucoup de problèmes dans le Grand Nord. Il est plus que jamais temps pour ces élites-là, qui sont assez nombreuses au sein de l'appareil étatique et gouvernemental, de s'asseoir, pourquoi pas, pour réfléchir sur la situation ou le devenir de cette partie du pays. Alors, qu'est-ce qui peut motiver le rétropédalage, en tout cas, selon le journal de Kavaye Guédibril, à la suite de ce qui avait déjà été annoncé? Aujourd'hui, on parle de celui-là qui renonce aux États généraux du RDPC. Alors, il faut dire que les États généraux, c'est un sujet qui mérite beaucoup de préparation, un programme établi à la base. Et c'est les États généraux du RDPC, de tout un parti, qui plus est le parti au pouvoir. La question qu'il faut se poser maintenant, qui a le pouvoir de convoquer les États généraux du RDPC? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée? Est-ce que c'est le secrétaire général du RDPC? Est-ce que c'est le secrétaire général du comité central? Est-ce que c'est le président national? Voilà les vraies questions qui entourent ce problème-là. Nous pensons que face à une actualité comme celle-ci, le RDPC devait faire une sortie pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'est que dans les spéculations. Les États généraux du RDPC, dans le Grand Nord, est-ce que c'est une dissidence par rapport au parti central? Mais on doit le savoir. Est-ce qu'il est autorisé à une partie, à la section du Nord, du Sud ou de l'Ouest, d'organiser ces États généraux? C'est le questionnement que suscite ce titre-là de l'œil du Sahel. Moi, je pense que ce titre-là interpelle au plus haut niveau du RDPC. Parce que ça s'apparente comme une scission, que ça s'apparente comme une dissidence par rapport au parti central. Nous pensons que au-delà de toutes les spéculations que je vois là, Kavaye renonce, un coup Kavaye convoque les États généraux du RDPC, un autre coup Kavaye renonce aux États généraux du RDPC dans le Grand Nord, le comité central devait réagir pour remettre les choses au clair. Alors l'article rappelle quand même que, en le disant, il fait savoir que ce sont ces adversaires politiques qui créent des situations du genre pour le mettre face à ces populations. Flavien, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde la situation dans la partie septentrionale du Cameroun, on a de fortes raisons de se poser des questions. Pourquoi adhérer à une formation politique qui ne nous renvoie pas à l'ascenseur? Je vous ai dit, regardez les résultats des dernières consultations électorales. C'est grâce au Grand Nord que le RDPC généralement s'en sort. D'ailleurs, vous avez vu, le seul meeting que le président national de cette formation politique, le président Biya, a eu à tenir pendant la dernière élection présidentielle, c'était au Grand Nord. Donc, vous avez vu d'ailleurs ce fort déploiement de la population de ce côté. Malheureusement, c'était dans la poussière, c'était dans des conditions assez rocambolesques quand même pour un pays qui tend à l'émergence à l'horizon 2035. Il est plus que jamais urgent justement pour les élites du Grand Nord, avec en tête l'honorable ou le très honorable Kavaye Guédibril, de s'asseoir et de repenser la politique dans cette partie du pays. Et pourquoi pas, on parle de plus en plus de transition générationnelle. Est-ce qu'il est plus que jamais temps de permettre à la jeune génération de reprendre les rênes de ceux-là qui n'ont certainement pas beaucoup apporté en termes de devenir, en termes de développement dans leur localité? Je dis, elles sont nombreuses, ces élites-là, qui se recrutent dans la haute administration camerounaise et même au sein du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elles ont apporté de manière concrète à cette partie du pays? Je dirais pas grand-chose, parce que, regardez, Boko Haram a eu un terreau fertile du côté du Grand Nord à cause de cette analphabétisation dont on a fortement décrié, et puis à cause justement de cet accès, en fait, de cette difficile manière de vivre de ce côté. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, Flavien Ndongo, on se rappelle effectivement que à l'époque, beaucoup de personnes avaient suggéré des pistes de solutions ou de sortie de crise de ce côté. On avait même, le chef d'État avait même initié
tout un plan de développement de cette partie du pays. À quel niveau cela se trouve, on n'en sait pas grand-chose. Ok, en tout cas, on va s'intéresser à ce que la presse propose ce matin. Le journal L'Œil du Sahel qui parle de politique, Kaba Yegué Djibril renonce donc aux états généraux du RDPC dans le Grand Nord. C'est en page 3 du journal. Mais avant, on va dire un mot sur Mutation qui parle du Cameroun avec la gouvernance des task force. C'est le titre proposé par le numéro de ce matin, donc qui parle de l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et à la gestion même des fonds Covid-19. Et le journal a proposé tout un dossier après un décryptage des acteurs interrogés et autres. C'est à lire dans Mutation ce matin. Alors, il y a cette organisation de la CAN qui n'a pas eu lieu. Il y a eu un glissement de date à cause du fait que le Cameroun n'était pas prêt. Et on se souvient que c'est la présidente de la République, par son secrétariat général, qui avait géré tous les marchés relatifs à l'organisation de la CAN. Et les gens ont décrié ici qu'il y a eu beaucoup de corruption. Vous connaissez l'histoire de ce sac, de cette brouette de sable qui coûte cher. Donc, nous pensons qu'à un moment, nous avons dit sur ce plateau, lorsque la CAN a été reportée, nous avons proposé que le bilan soit fait, qu'on fasse un arrêt de tout ce qui a été fait, quels ont été les boulots d'étranglement, qui n'a pas fait quoi. On n'a pas fait, on a continué dans la fuite en avant. Aujourd'hui, nous avons une situation similaire, celle de la gestion des fonds alloués pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors, il se trouve que la présidence de la République a instruit une enquête au ministre de la Justice au fait de ce que les uns et les autres qui devaient être reconnus de malversation doivent répondre devant la justice. Et l'histoire nous apprend que le ministre de la Justice a rétorqué au directeur général, au secrétaire général de la présidence qu'il faut des documents. Il faut des documents pour qu'une enquête s'ouvre. On n'a pas de documents de base pour ouvrir cette enquête. Et je crois que ça rejoint le titre de Mutation qui parle du Cameroun des task force. C'est-à-dire à chaque fois, on initie une task force qui devient une activité foireuse. Vous savez, en tout cas, il y a quand même un député de la nation qui a procédé à une sorte de dénonciation sur la base de certaines preuves. Oui, le député de la nation, vous parlez de Jean-Michel Nietzsche, notamment. Lui, il a joué son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il a donné les documents qu'il a pu donner. J'espère que c'est arrivé en haut lieu. J'espère que c'est des documents qu'on va intégrer dans cette enquête qu'a instruit le secrétaire général de la présidence de la République. Mais en tout état de cause, tout semble croire que nous sommes entrés dans un imbroglio dans cette affaire de task force. Alors, on ne sait plus qui n'a ni tête ni queue. Les uns disent ouvrez une enquête, les autres disent nous n'avons pas d'éléments pour ouvrir une enquête. D'accord. Finalement, on va rester dans ce dilatoire-là et puis ça va s'arrêter. Le journal parle de gouvernance des task force. Je veux dire Mutation, c'est le titre de Mutation ce matin. Et il y a le journal Confidentiel qui parle de Covid-Gate. Des questions subsistent au sujet de cette même task force. Mais justement, parce que cela renvoie à un autre débat, celui de la bonne gouvernance ou de la gouvernance au sommet de l'État. Quand le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, prend celui justement de créer cette task force, comme il a fait pour ce qui est de la gestion de la CAN, c'est justement parce qu'on a comme l'impression que les administrations en charge de la gestion de ces différents dossiers ont quelque peu failli. Mais quand on réussit à ne pas exécuter en bien ou en mieux la tâche qui vous a été confiée, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous êtes incapable de démissionner, le chef doit faire justement en sorte que vous démissionnez de votre fonction. La gestion de la CAN a été foireuse. On a attendu justement que des sanctions soient prises. Rien n'a été fait, bien au contraire. Il y a beaucoup de ministres qui ont été même promus dans le gouvernement qui suivait. Cela n'a pas donné grand-chose. On a débloqué plus de 180 milliards de francs CFA avec les institutions bancaires internationales. Cet argent a été divisé entre les ministères. Qu'est-ce qui en a été fait
on n'en dit pas grand-chose. Il y a une commission d'enquête qui a été créée au niveau du ministère de la Justice, notamment. D'ailleurs, Bernard le soulignait tout à l'heure avec beaucoup d'emphase. On n'a pas vu grand-chose. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Cela entraîne justement, je l'ai dit tout à l'heure, de grosses interrogations sur la gestion des dossiers au Cameroun. Alors, selon vous, on devrait commencer par présenter le résultat ou le rapport de cette CAN qui a glissé pour... Au-delà de la CAN, je dis, cela nous pose un gros problème. C'est un problème de bonne gouvernance, de la gouvernance de manière holiste des affaires de la cité. Ça veut dire que quand même les ministres qui sont là, ou les responsables qui ont été nommés à des postes ministériels pour la gestion de certains dossiers, sont incapables de le faire. C'est la raison pour laquelle le ministre d'État secrétaire général, la présidente de la République, réunit déjà. C'est lui qui décide justement, sous ordre à planton du président de la République, de regrouper, de réunir toutes ces forces-là autour de lui, les prendre par devers lui, afin peut-être de mieux coordonner ces différentes opérations-là. Ça veut dire que ces différents collaborateurs, les différents collaborateurs du chef de l'État ont échoué. Mais quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? Il faut soit remanier, soit réorganiser son gouvernement et donner la possibilité à d'autres Camerounais de mettre leur expertise en jeu. Et c'est justement ce gouvernement, rappelez-vous, qu'on attend jusqu'ici. Parce que si on prend les différents ministères, en dehors de quelques-uns qui réussissent à lever la tête de l'eau, les autres, en réalité, vont clochant. Maintenant, il faudrait donc le patron du gouvernement, notamment le président de la République, tape du poing sur la table et décide peut-être de se séparer de certains collaborateurs jusqu'ici qui n'ont pas réussi à mener à bien leur travail. Des questions subsistent donc au sujet de la task force. C'est Confidentiel qui titre ainsi, et Mutation à son titre également ce matin, parlant de la gouvernance des task force aussi. Vous aurez l'occasion de lire le traitement réservé à cette autre actualité dans la presse ce matin. Alors, on va évoquer le cas du carburant et peut-être aussi de Douala où la vie est de plus en plus chère. Vous vous intéressez aux questions économiques également. On constate que tout est devenu compliqué à la suite de ce rapport de l'Institut national de la statistique qui constate quand même que sur le marché, les prix ont flambé carrément. Oui. Les prix des denrées. Oui, et ça c'est logique. C'est logique parce que l'offre en denrées alimentaires est devenue largement inférieure à la demande. Dû au fait que, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils n'approvisionnent plus. Par exemple, la ville de Douala, en denrées alimentaires. Et au niveau de l'ouest également, ce n'est pas l'engouement qu'il y avait. N'oubliez pas que le nord-ouest, parce que je prends ce cas singulier pour étayer ce que je vais dire, le nord-ouest et le sud-ouest occupent 20% du PIB au Cameroun. 20%. Presque la moitié, le quart du PIB au Cameroun. Vous comprenez un peu? Lorsque nous sommes économiquement sévrés de cette partie, c'est logique qu'il y ait des répercussions sur le marché. C'est logique qu'il y ait des répercussions sur le panier de la ménagère. Et vous savez, face à la pénurie, les commerçants jouent dans ce jeu du prix. Parce que quand il n'y en a pas assez, on augmente. Et c'est le plus riche qui vient acheter. Et par conséquent, les plus pauvres vont rester dans la pauvreté, dans la misère, dans la faim. D'accord. Alors, Thierry Nyopé, vous dites un mot sur le sujet proposé par la nouvelle expression ce matin. Oui, le problème est assez préoccupant, surtout dans les grandes métropoles. Bernard l'a dit tout à l'heure, le nord-ouest était quand même un vivier assez important de la production agricole du Cameroun. Et je vous rappelle que si vous étiez habitué justement de cette ligne, comme j'ai eu la chance de le faire des fois, vous vous rendez compte qu'après Babadjou, en allant vers Santapini et tout ça là, c'était des grands bassins agricoles aujourd'hui qui ne produisent plus grand-chose à cause de cette insécurité que l'on sait de ce côté dû à la crise anglophone qui sévit depuis bientôt 5 ans, parce qu'elle a déjà dépassé 4 ans. Il faudrait donc que les solutions soient trouvées de manière définitive pour que les problèmes soient jugulés de ce côté, le nord-ouest, le sud-ouest, pareil. Et je vous rappelle que le littoral ou le centre dépendent du bassin agricole. Alors il est tout à fait normal que le coût de la vie soit
plus ou moins élevé. D'accord. C'est en page 6 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Vous lirez également la question sur autour du carburant avec 14 litres litres saisis, 14 litres de carburant saisis donc dans le département du Haut-Cam, dans le village Banja précisément. C'est en page 5 de La Nouvelle Expression également ce matin. Vous semblez vouloir maîtriser un peu, ou vous semblez maîtriser la faillite bancaire c'est un autre titre proposé par le journal Le Messager qui parle de ce cap RDPC, au cœur notamment des victimes, bien entendu. Alors, il s'agit d'une initiative d'un auditeur bancaire, un ancien directeur de la BIAC, qui a créé au sein de son parti, le RDPC, le cadre amiable prophétique de Paul Biya, dans le cadre de résoudre les problèmes qui s'opposent entre les épargnants et les banques qui sont en faillite. Notamment les anciens épargnants. Oui, les anciens épargnants. Plusieurs structures bancaires qui ont... En fait, c'est un appel qui fait aux épargnants pour utiliser le cadre amiable. Il faut dire que le cadre amiable, c'est une ordonnance du président de la République qui a été instaurée pour résoudre les problèmes bancaires. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Et là, on vous donne rendez-vous demain. Il sera 9h20 sur Equinox. Et faites un tour en kiosque. Bonne journée à tous.